Pendant un moment, on ignorait presque volontairement la sensibilité, la souffrance des animaux et leurs mondes mentaux, de façon à pouvoir en faire ce qu'on voulait. Boris Cyrulnik est un des pionniers français de l'éthologie, l'étude des comportements des animaux. Pour celui qui est aussi psychiatre et psychanalyste, la difficulté de nos sociétés à admettre la souffrance animale est profondément enracinée dans notre culture occidentale. Les animaux ont été considérés comme étant radicalement des non-hommes. Ça permettait de catégoriser le monde vivant et d'attribuer à l'homme la partie surnaturelle qui peut commander aux oiseaux dans le ciel, aux mammifères sur la terre et aux poissons dans l'eau. Au début du XXe siècle en Occident, l'animal-outil paie chèrement le prix de la révolution industrielle. On exploite à grande échelle sa force de travail et son corps. Car l'enrichissement de nos sociétés va de pair avec une demande croissante de viande. Aux abattoirs de Chicago, les plus grands du monde, on abat un bœuf toutes les 8 secondes, un porc toutes les 5 secondes. La course à la productivité dynamite l'élevage traditionnel. C'est l'industrie qui a aggravé le fossé entre les hommes et les animaux. Et alors là, on s'est tout permis. De faire des tortures inutiles, de faire des expérimentations inutiles, de faire des massacres inutiles, le plus innocemment du monde. C'est-à-dire que puisque c'était des machines, on ne se posait pas de problème. Dans les mines, les chevaux ont été torturés. On leur mettait un bandeau noir et quand ils étaient cassés, on les considérait comme des marteaux cassés, on les jetait. On les réparait même pas, on les soignait même pas. Pourtant, dès l'après-guerre, Konrad Lorenz et ses oies tordent le cou à cette idée d'animal-outil. Ce biologiste et zoologiste autrichien étudie dans leur milieu naturel des oies cendrées. Il élève plusieurs générations d'oiseaux, vit en totale immersion avec eux, jusqu'à devenir une mère de substitution. Lorenz montre que, comme les humains, les animaux ont des comportements innés, qu'ils ressentent eux aussi des émotions. Konrad Lorenz joue un rôle important dans la nouvelle manière de poser les questions. C'est qu'avant, on séparait l'homme et le non-homme, les mondes animaux. À partir de l'époque de Konrad Lorenz, l'homme n'est plus un être par nature surnaturel. L'homme appartient à la nature, mais il a une place humaine dans la nature. Les découvertes de l'éthologie moderne restent pourtant ignorées et sans conséquences immédiates pour la condition animale. Car si les scientifiques s'intéressent bien aux animaux dans l'après-guerre, c'est surtout en tant que cobayes. Don't worry about it hurting them. Penicillin-injected rabbits are the healthiest in the world. They seem to enjoy their job of serving mankind. Après la Seconde Guerre mondiale, la recherche s'intensifie et les expériences sur les animaux se multiplient, sans ménagement pour eux. On les utilise pour comprendre les grands mécanismes du corps, le sommeil, la vision, la douleur, le fonctionnement du système nerveux, ou pour préparer une sortie dans l'espace. Dans leur course à la Lune, Américains et Soviétiques utilisent des chiens et des singes. Ils sont les vrais pionniers de la conquête spatiale. This is a monkey's eye view of Mexico. And after the trip, he's released from the canister, perfectly happy after his amazing experience and no ill effects at all. Heureux, ces pionniers de l'espace. Vraiment. Peu nombreux alors sont ceux qui s'interrogent sur la souffrance physique ou psychologique de ces chimpanzés. Pourtant, progressivement, la perception des grands singes dans l'opinion va changer. Grâce à quelques femmes primatologues. En 1958, dans la réserve de Gombe, dans l'actuelle Tanzanie, une toute jeune femme commence à observer les chimpanzés.
À mon arrivée à Gombe, je n'avais aucune formation scientifique. Personne ne m'avait expliqué comment étudier les chimpanzés. Je me suis donc fiée à mon intuition. Au fil du temps, j'ai accumulé de plus en plus d'informations. J'ai appris à les connaître en tant qu'individu. Comme Konrad Lorenz, la jeune femme vit pendant des mois en immersion avec les primates et donne même des noms à chaque individu. Elle découvre alors que les chimpanzés peuvent fabriquer et utiliser des outils, se soigner, s'entraider, éprouver de la peur, de l'amour et même faire la guerre. Pourtant, les tuteurs universitaires de Jane Goodall commencent par réfuter ces observations. J'étais sur le terrain depuis environ 1 an et demi lorsqu'on m'a dit que je me trompais sur toute la ligne. Il fallait attribuer des numéros aux chimpanzés, pas des noms. Je ne pouvais pas dire qu'ils avaient une personnalité ou un cerveau capable de réflexion, et encore moins d'émotion. Ces attributs n'appartenaient qu'à l'homme. Je savais que les chimpanzés avaient une personnalité, qu'ils étaient capables de réfléchir, de ressentir des émotions. Puis, petit à petit, grâce à mon premier mari qui s'était mis à filmer, les gens ont commencé à comprendre qu'effectivement j'avais raison. La frontière entre les animaux et nous n'était pas nette. Il s'agissait d'une différence de degré, pas de genre. Jane Goodall devient une héroïne pour le grand public et ses films font le tour du monde. 40 ans plus tard, l'intérêt pour les grands singes ne s'est jamais démenti. Et Jane Goodall n'a cessé de plaider leur cause. Aujourd'hui, personne ne doute plus de l'émotion du chimpanzé qui enlace sa protectrice avant de retrouver sa liberté.